Les Trois Mousquetaires, partie 11. Chapitre 29. La chasse à l'équipement. Le plus préoccupé des quatre amis était bien certainement d'Artagnan, quoique d'Artagnan, en sa qualité de garde, fût bien plus facile à équiper que messieurs les mousquetaires, qui étaient des seigneurs. Mais notre cadet de Gascogne était, comme on a pu le voir, d'un caractère prévoyant et presque avare, et avec cela, expliquer les contraires, glorieux presque à rendre des points à Porthos. À cette préoccupation de sa vanité, d'Artagnan joignait, en ce moment, une inquiétude moins égoïste. Quelques informations qu'il eût pu prendre sur madame Bonacieux, il ne lui en était venu aucune nouvelle. Monsieur de Tréville en avait parlé à la reine. La reine ignorait où était la jeune mercière, et avait promis de la faire chercher. Mais cette promesse était bien vague, et ne rassurait guère d'Artagnan. Athos ne sortait pas de sa chambre. Il était résolu à ne pas risquer une enjambée pour s'équiper. « Il nous reste 15 jours, disait-il à ses amis. Eh bien, si au bout de ces 15 jours je n'ai rien trouvé, ou plutôt, si rien n'est venu me trouver, comme je suis trop bon catholique pour me casser la tête d'un coup de pistolet, je chercherai une bonne querelle à 4 gardes de son éminence, ou à 8 Anglais, et je me battrai jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me tue, ce qui, sur la quantité, ne peut manquer de m'arriver. On dira alors que je suis mort pour le roi, de sorte que j'aurai fait mon service sans avoir eu besoin de m'équiper. » Porthos continuait à se promener, les mains derrière le dos, en hochant la tête de haut en bas en disant « Je poursuivrai mon idée. » Aramis, soucieux et mal frisé, ne disait rien. On peut voir par ces détails désastreux que la désolation régnait dans la communauté. Les laquais, de leur côté, comme les coursiers d'Hippolyte, partageaient la triste peine de leur maître. Mousqueton faisait des provisions de croûte, Bazin, qui avait toujours donné dans la dévotion, ne quittait plus les églises, Planchet regardait voler les mouches, et Grimaud, que la détresse générale ne pouvait déterminer à rompre le silence imposé par son maître, poussait des soupirs à attendrir des pierres. Les trois amis, car ainsi que nous l'avons dit, Athos avait juré de ne pas faire un pas pour s'équiper, les trois amis sortaient donc de grand matin et rentraient fort tard. Ils erraient par les rues, regardant sur chaque pavé pour savoir si les personnes qui y étaient passées avant eux n'y avaient pas laissé quelques bourses. On eût dit qu'ils suivaient des pistes, tant ils étaient attentifs partout où ils allaient. Quand ils se rencontraient, ils avaient des regards désolés qui voulaient dire « As-tu trouvé quelque chose ?» Cependant, comme Porthos avait trouvé le premier son idée, et comme il l'avait poursuivie avec persistance, il fut le premier à agir. C'était un homme d'exécution que ce digne Porthos. D'Artagnan l'aperçut un jour qu'il s'acheminait vers l'église Saint-Leu, et le suivit instinctivement. Il entra au lieu saint, après avoir relevé sa moustache et allongé sa royale, ce qui annonçait toujours de sa part les intentions les plus conquérantes. Comme d'Artagnan prenait quelques précautions pour se dissimuler, Porthos crut n'avoir pas été vu. D'Artagnan entra derrière lui. Porthos alla s'adosser aux côtés d'un pilier. D'Artagnan, toujours inaperçu, s'appuya de l'autre. Justement, il y avait un sermon, ce qui faisait que l'église était fort peuplée. Porthos profita de la circonstance pour lorgner les femmes. Grâce aux bons soins de Mousqueton, l'extérieur était loin d'annoncer la détresse de l'intérieur. Son feutre était bien un peu râpé, sa plume était bien un peu déteinte, ses broderies étaient bien un peu ternies, ses dentelles étaient bien éraillées. Mais dans la demi-teinte, toutes ces bagatelles disparaissaient, et Porthos était toujours le beau Porthos. D'Artagnan remarqua, sur le banc le plus rapproché du pilier où Porthos et lui étaient adossés, une espèce de beauté mûre, un peu jaune, un peu sèche, mais raide et hautaine sous ses coiffes noires. Les yeux de Porthos s'abaissaient furtivement sur cette dame, puis papillonnaient au loin dans la nef. De son côté, la dame, qui de temps en temps rougissait, lançait, avec la rapidité de l'éclair, un coup d'œil sur le volage Porthos, et aussitôt
les yeux de Porthos de papillonner avec fureur. Il était clair que c'était un manège qui piquait au vif la dame aux coiffes noires, car elle se mordait les lèvres jusqu'au sang, se grattait le bout du nez et se démenait désespérément sur son siège. Ce que voyant, Porthos retroussa de nouveau sa moustache, allongea une seconde fois sa royale et se mit à faire des signaux à une belle dame qui était près du chœur, et qui non seulement était une belle dame, mais encore une grande dame sans doute, car elle avait derrière elle un négrillon qui avait apporté le coussin sur lequel elle était agenouillée, et une suivante qui tenait le sac armorié dans lequel on renfermait le livre où elle lisait sa messe. La dame aux coiffes noires suivit à travers tous ces détours le regard de Porthos, et reconnut qu'il s'arrêtait sur la dame au coussin de velours, au négrillon et à la suivante. Pendant ce temps, Porthos jouait serré. C'étaient des clignements d'yeux, des doigts posés sur les lèvres, des petits sourires assassins qui réellement assassinaient la belle dédaignée. Aussi poussa-t-elle, en forme de mea culpa et en se frappant la poitrine, un « hum » tellement vigoureux que tout le monde, même la dame au coussin rouge, se retourna de son côté. Porthos tint bon. Pourtant, il avait bien compris, mais il fit le sourd. La dame au coussin rouge fit un grand effet, car elle était fort belle, sur la dame aux coiffes noires, qui vit en elle une rivale véritablement à craindre. Un grand effet sur Porthos, qui la trouva plus jolie que la dame aux coiffes noires. Un grand effet sur d'Artagnan, qui reconnut la dame de Meung, de Calais et de Douvres, que son persécuteur, l'homme à la cicatrice, avait salué du nom de milady. D'Artagnan, sans perdre de vue la dame au coussin rouge, continua de suivre le manège de Porthos, qui l'amusait fort. Il crut deviner que la dame aux coiffes noires était la procureuse de la rue aux Ours, d'autant mieux que l'église Saint-Leu n'était pas très éloignée de la dite rue. Il devina alors par induction que Porthos cherchait à prendre sa revanche de sa défaite de Chantilly, alors que la procureuse s'était montrée si récalcitrante à l'endroit de la bourse. Mais, au milieu de tout cela, D'Artagnan remarqua aussi que pas une figure ne correspondait aux galanteries de Porthos. Ce n'était que chimère et illusion. Mais, pour un amour réel, pour une jalousie véritable, y a-t-il d'autres réalités que les illusions et les chimères? Le sermon fini, la procureuse s'avança vers le bénitier. Porthos l'y devança et, au lieu d'un doigt, y mit toute la main. La procureuse sourit, croyant que c'était pour elle que Porthos se mettait en frais. Mais elle fut promptement et cruellement détrompée. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à 3 pas de lui, il détourna la tête, fixant invariablement les yeux sur la dame au coussin rouge, qui s'était levée et qui s'approchait, suivie de son négrillon et de sa fille de chambre. Lorsque la dame au coussin rouge fut près de Porthos, Porthos tira sa main toute ruisselante du bénitier. La belle dévote toucha de sa main effilée la grosse main de Porthos, qui fit en souriant le signe de la croix, et sortit de l'église. C'en fut trop pour la procureuse. Elle ne douta plus que cette dame et Porthos fussent en galanterie. Si elle eût été une grande dame, elle se serait évanouie, mais comme elle n'était qu'une procureuse, elle se contenta de dire au mousquetaire, avec une fureur concentrée: « Hé, monsieur Porthos, vous ne m'en offrez pas, à moi, d'eau bénite ?» Porthos fit, au son de cette voix, un soubresaut comme ferait un homme qui se réveillerait après un somme de 100 ans. « Madame, s'écria-t-il, est-ce bien vous? Comment se porte votre mari, ce cher monsieur Coquenard? Est-il toujours aussi ladre qu'il était? Où avais-je donc les yeux que je ne vous ai pas même aperçu pendant les 2 heures qu'a duré ce sermon? »« J'étais à 2 pas de vous, monsieur, répondit la procureuse, mais vous ne m'avez pas aperçu parce que vous n'aviez d'yeux que pour la belle dame à qui vous venez de donner l'eau bénite. » Porthos finit d'être embarrassé. « Ah, dit-il, vous avez remarqué. Il eût fallu être aveugle pour ne pas le voir. »« Oui, dit négligemment Porthos, c'est une duchesse de mes amies avec laquelle j'ai grand-peine à me rencontrer à cause de la jalousie de son mari, et qui m'avait fait prévenir qu'elle viendrait aujourd'hui, rien que pour me voir, dans cette chétive église, au fond de ce quartier perdu. »« Monsieur Porthos, dit la procureuse, auriez-vous la bonté de m'offrir le bras pendant 5 minutes ?
Je causerais volontiers avec vous. »« Comment donc, madame ?» dit Porthos en se clignant de l'œil, à lui-même, comme un joueur qui rit de la dupe qu'il va faire. Dans ce moment, d'Artagnan passait poursuivant Milady. Il jeta un regard de côté sur Porthos et vit ce coup d'œil triomphant. « Hé hé !» se dit-il à lui-même en raisonnant dans le sens de la morale étrangement facile de cette époque galante. « En voici un qui pourrait bien être équipé pour le terme voulu. » Porthos, cédant à la pression du bras de sa procureuse, comme une barque cède au gouvernail, arriva au cloître Saint-Magloire, passage peu fréquenté, enfermé d'un tourniquet à ses deux bouts. On y voyait, le jour, que mendiants qui mangeaient ou enfants qui jouaient. « Ah, monsieur Porthos !» s'écria la procureuse, quand elle se fut assurée qu'aucune personne étrangère à la population habituelle de la localité ne pouvait les voir ni les entendre. « Ah, monsieur Porthos, vous êtes un grand vainqueur, à ce qu'il paraît. »« Moi, madame ?» dit Porthos en se rengorgeant. « Et pourquoi cela ?»« Et les signes de tantôt, et l'eau bénite. »« Mais c'est une princesse pour le moins, que cette dame avec son négrillon et sa fille de chambre. »« Vous vous trompez. »« Mon Dieu, non, répondit Porthos. C'est tout bonnement une duchesse. »« Et ce coureur qui attendait à la porte, et ce carrosse avec un cocher à grande livrée qui attendait sur son siège. » Porthos n'avait vu ni le coureur ni le carrosse, mais de son regard de femme jalouse, madame Coquenard avait tout vu. Porthos regretta de n'avoir pas, du premier coup, fait la dame au coussin rouge princesse. « Ah, vous êtes l'enfant chéri des belles, monsieur Porthos, reprit en soupirant la procureuse. « Mais, répondit Porthos, vous comprenez qu'avec un physique comme celui dont la nature m'a doué, je ne manque pas de bonne fortune. »« Mon Dieu, comme les hommes oublient vite !» s'écria la procureuse en levant les yeux au ciel. « Moins vite encore que les femmes, ce me semble, répondit Porthos. Car enfin, moi, madame, je puis dire que j'ai été votre victime, lorsque blessé, mourant, je me suis vu abandonner des chirurgiens. Moi, le rejeton d'une famille illustre, qui m'était fié à votre amitié. J'ai manqué mourir de mes blessures d'abord, et de faim ensuite, dans une mauvaise auberge de Chantilly, et cela sans que vous ayez daigné répondre une seule fois aux lettres brûlantes que je vous ai écrites. »« Mais, monsieur Porthos, murmura la procureuse, qui sentait qu'à en juger par la conduite des plus grandes dames de ce temps-là, elle était dans son tort. « Moi, qui avais sacrifié pour vous la comtesse de Pénaflor. »« Je le sais bien. »« La baronne de... »« Monsieur Porthos, ne m'accablez pas. »« La duchesse de... » « Monsieur Porthos, soyez généreux. »« Vous avez raison, madame, et je n'achèverai pas. »« Mais c'est mon mari qui ne veut pas entendre parler de prêter. »« Madame Coquenard, dit Porthos, rappelez-vous la première lettre que vous m'avez écrite et que je conserve gravée dans ma mémoire. » La procureuse poussa un gémissement. « Mais c'est qu'aussi, dit-elle, la somme que vous demandiez à emprunter était un peu bien forte. »« Madame Coquenard, je vous donnais la préférence. Je n'ai eu qu'à écrire à la duchesse de... Je ne veux pas dire son nom, car je ne sais pas ce que c'est que de compromettre une femme. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai eu qu'à lui écrire pour qu'elle m'en envoyât 1500. » La procureuse versa une larme. « Monsieur Porthos, dit-elle, je vous jure que vous m'avez grandement puni, et que si dans l'avenir vous vous retrouviez en pareille passe, vous n'auriez qu'à vous adresser à moi. »« Fi donc, madame, dit Porthos, comme révolté, ne parlons pas argent, s'il vous plaît, c'est humiliant. »« Ainsi, vous ne m'aimez plus, dit lentement et tristement la procureuse. Porthos garda un majestueux silence. « C'est ainsi que vous me répondez ? Hélas, je comprends. »« Songez à l'offense que vous m'avez faite, madame. Elle est restée là, dit Porthos en portant la main à son cœur et en l'y appuyant avec force. Je la réparerai. Voyons, mon cher Porthos. »« D'ailleurs, que vous demandais-je, moi, reprit Porthos avec un mouvement d'épaule plein de bonhomie. Un prêt, pas autre chose.
Après tout, je ne suis pas un homme déraisonnable. Je sais que vous n'êtes pas riche, madame Coquenard, et que votre mari est obligé de sancturer les pauvres plaideurs pour en tirer quelques pauvres écus. Oh, si vous étiez comtesse, marquise ou duchesse, ce serait autre chose, et vous seriez impardonnable. » La procureuse fut piquée. « Apprenez, monsieur Porthos, dit-elle, que mon coffre-fort, tout coffre-fort de procureuse qu'il est peut-être mieux garni que celui de toutes vos mijaurées ruinées. »« Double offense que vous m'avez faite alors, » dit Porthos en dégageant le bras de la procureuse de dessous le sien. « Car si vous êtes riche, madame Coquenard, alors votre refus n'a plus d'excuse. »« Quand je dis riche, reprit la procureuse, qui vit qu'elle s'était laissée entraîner trop loin, il ne faut pas prendre le mot au pied de la lettre. Je ne suis pas précisément riche. Je suis à mon aise. »« Tenez, madame, dit Porthos, ne parlons plus de tout cela, je vous en prie. Vous m'avez méconnu, toute sympathie est éteinte entre nous. »« Ingrat que vous êtes !»« Ah, je vous conseille de vous plaindre, dit Porthos. »« Allez donc avec votre belle duchesse, je ne vous retiens plus. »« Et elle n'est déjà point si décharnée, que je crois. »« Voyons, monsieur Porthos, encore une fois, c'est la dernière. M'aimez-vous encore ?»« Hélas, madame, dit Porthos du ton le plus mélancolique qu'il put prendre, quand nous allons entrer en campagne, dans une campagne où mes pressentiments me disent que je serai tué. »« Oh, ne dites pas de pareilles choses, s'écria la procureuse en éclatant en sanglots. »« Quelque chose me le dit, continua Porthos en mélancolisant de plus en plus. »« Dites plutôt que vous avez un nouvel amour. »« Non pas, je vous parle franc. Nul objet nouveau ne me touche, et même je sens là, au fond de mon cœur, quelque chose qui parle pour vous. Mais, dans 15 jours, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, cette fatale campagne s'ouvre. Je vais être affreusement préoccupé de mon équipement. Puis, je vais faire un voyage dans ma famille, au fond de la Bretagne, pour réaliser la somme nécessaire à mon départ. » Porthos remarqua un dernier combat entre l'amour et l'avarice. « Et comme, continua-t-il, la duchesse que vous venez de voir à l'église a ses terres près des miennes, nous ferons le voyage ensemble. Les voyages, vous le savez, paraissent beaucoup moins longs quand on les fait à deux. »« Vous n'avez donc point d'amis à Paris, monsieur Porthos ?» dit la procureuse. « J'ai cru en avoir, » dit Porthos en prenant son air mélancolique, « mais j'ai bien vu que je me trompais. »« Vous en avez, monsieur Porthos, vous en avez, » reprit la procureuse dans un transport qui la surprit elle-même. « Revenez demain à la maison. Vous êtes le fils de ma tante, mon cousin par conséquent. Vous venez de Noyon en Picardie, vous avez plusieurs procès à Paris et pas de procureur. Retiendrez-vous bien tout cela ? » ?»« Parfaitement, madame. »« Venez à l'heure du dîner. »« Fort bien. Et tenez ferme devant mon mari, qui est retors malgré ses 76 ans. »« 76 ans ? Peste ! Le bel âge, reprit Porthos. « Le grand âge, vous voulez dire, monsieur Porthos. Aussi, le pauvre cher homme peut me laisser veuve d'un moment à l'autre, continua la procureuse en jetant un regard significatif à Porthos. Heureusement que, par contrat de mariage, nous nous sommes tout passés au dernier vivant. »« Tout, dit Porthos. »« Tout. Vous êtes femme de précaution, je le vois, ma chère madame Coquenard, dit Porthos en serrant tendrement la main de la procureuse. Nous sommes donc réconciliés, cher monsieur Porthos, dit-elle en minaudant. Pour la vie, répliqua Porthos sur le même air. Au revoir donc, mon traître. Au revoir, mon oublieuse. À demain, mon ange. À demain, flamme de ma vie. Chapitre 30. Milady. D'Artagnan avait suivi Milady sans être aperçu par elle. Il la vit monter dans son carrosse, et il l'entendit donner à son cocher l'ordre d'aller à Saint-Germain. Il était inutile d'essayer de suivre à pied une voiture emportée au trot de 2 vigoureux chevaux. D'Artagnan revint donc rue Férou. Dans la rue de Seine, il rencontra Planchet,
qui était arrêté devant la boutique d'un pâtissier et qui semblait en extase devant une brioche de la forme la plus appétissante. Il lui donna l'ordre d'aller seller 2 chevaux dans les écuries de M. de Tréville, un pour lui d'Artagnan, l'autre pour lui Planchet, et de venir le joindre chez Athos. M. de Tréville, une fois pour toutes, ayant mis ses écuries au service de d'Artagnan. Planchet s'achemina vers la rue du Colombier, et d'Artagnan vers la rue Férou. Athos était chez lui, vidant tristement une des bouteilles de ce fameux vin d'Espagne qu'il avait rapporté de son voyage en Picardie. Il fit signe à Grimaud d'apporter un verre pour d'Artagnan, et Grimaud obéit comme d'habitude. D'Artagnan raconta alors à Athos tout ce qui s'était passé à l'église entre Porthos et la procureuse, et comment leur camarade était probablement, à cette heure, en voie de s'équiper. « Quant à moi, répondit Athos à tout ce récit, je suis bien tranquille. Ce ne seront pas les femmes qui feront les frais de mon harnais. Et cependant, beau, poli, grand seigneur comme vous l'êtes, mon cher Athos, il n'y aurait ni princesse, ni reine à l'abri de vos traits amoureux. Que ce d'Artagnan est jeune, dit Athos en haussant les épaules. Et il fit signe à Grimaud d'apporter une seconde bouteille. En ce moment, Planchet passa modestement la tête par la porte entrebâillée et annonça à son maître que les 2 chevaux étaient là. « Quels chevaux ?» demanda Athos. « 2 que M. de Tréville me prête pour la promenade et avec lesquels je vais aller faire un tour à Saint-Germain. »« Et qu'allez-vous faire à Saint-Germain » demanda encore Athos. Alors d'Artagnan lui raconta la rencontre qu'il avait faite dans l'église et comment il avait retrouvé cette femme qui, avec le seigneur au manteau noir et à la cicatrice, près de la tempe, était sa préoccupation éternelle. « C'est-à-dire que vous êtes amoureux de celle-là, comme vous l'étiez de madame Bonacieux, dit Athos en haussant dédaigneusement les épaules, comme s'il eût pris en pitié la faiblesse humaine. « Moi ? Point du tout !» s'écria d'Artagnan. « Je suis seulement curieux d'éclaircir le mystère auquel elle se rattache. Je ne sais pourquoi, je me figure que cette femme, tout inconnue qu'elle m'est et tout inconnue que je lui suis, a une action sur ma vie. »« Au fait, vous avez raison, » dit Athos. « Je ne connais pas une femme qui vaille la peine qu'on la cherche quand elle est perdue. Madame Bonacieux est perdue, tant pis pour elle. Qu'elle se retrouve. »« Non, Athos, non. Vous vous trompez, » dit d'Artagnan. « J'aime ma pauvre Constance plus que jamais, et si je savais le lieu où elle est, fût-elle au bout du monde, je partirais pour la tirer des mains de ses ennemis. Mais je l'ignore. Toutes mes recherches ont été inutiles. Que voulez-vous ? Il faut bien se distraire. »« Distrayez-vous donc avec Milady, mon cher d'Artagnan. Je le souhaite de tout mon cœur, si cela peut vous amuser. »« Écoutez, Athos, dit d'Artagnan, au lieu de vous tenir enfermé ici, comme si vous étiez aux arrêts, montez à cheval et venez vous promener avec moi à Saint-Germain. »« Mon cher, répliqua Athos, je monte mes chevaux quand j'en ai. Sinon, je vais à pied. »« Eh bien moi, répondit d'Artagnan en souriant de la misanthropie d'Athos, qui, dans un autre, l'eût certainement blessé. Moi, je suis moins fier que vous. Je monte ce que je trouve. Ainsi, au revoir, mon cher Athos. »« Au revoir, dit le mousquetaire en faisant signe à Grimaud de déboucher la bouteille qu'il venait d'apporter. D'Artagnan et Planchet se mirent en selle et prirent le chemin de Saint-Germain. Tout le long de la route, ce qu'Athos avait dit au jeune homme de madame Bonacieux lui revenait à l'esprit. Quoique d'Artagnan ne fût pas d'un caractère fort sentimental, la jolie mercière avait fait une impression réelle sur son cœur. Comme il le disait, il était prêt à aller au bout du monde pour la chercher. Mais le monde a bien des bouts, par cela même qu'il est rond, de sorte qu'il ne savait de quel côté se tourner. En attendant, il allait tâcher de savoir ce que c'était que Milady. Milady avait parlé à l'homme au manteau noir, donc elle le connaissait. Or, dans l'esprit de d'Artagnan, c'était l'homme au manteau noir qui avait enlevé madame Bonacieux une seconde fois, comme il l'avait enlevée une première. D'Artagnan ne mentait donc qu'à moitié, ce qui est bien peu mentir quand il disait qu'en se mettant à la recherche de Milady, il se mettait en même temps à la recherche de Constance. Tout en songeant ainsi,
et en donnant de temps en temps un coup d'éperon à son cheval, d'Artagnan avait fait la route et était arrivé à Saint-Germain. Il venait de longer le pavillon où, 10 ans plus tard, devait naître Louis XIV. Il traversait une rue fort déserte, regardant à droite et à gauche s'il ne reconnaîtrait pas quelques vestiges de sa belle Anglaise, lorsque, au rez-de-chaussée d'une jolie maison qui, selon l'usage du temps, n'avait aucune fenêtre sur la rue, il vit apparaître une figure de connaissance. Cette figure se promenait sur une sorte de terrasse garnie de fleurs. Planchet la reconnut le premier. « Eh, monsieur, dit-il s'adressant à d'Artagnan, ne vous remettez-vous pas ce visage qui bâille aux corneilles ?»« Non, dit d'Artagnan. Et cependant, je suis certain que ce n'est point la première fois que je le vois, ce visage. »« Je le crois, pardieu bien, dit Planchet. C'est ce pauvre Lubin, le laquais du comte de Wardes, celui que vous avez si bien accommodé il y a 1 mois, à Calais, sur la route de la maison de campagne du gouverneur. »« Ah oui, bien, dit d'Artagnan, et je le reconnais à cette heure. Crois-tu qu'il te reconnaisse, toi ? Ma foi, monsieur, il était si fort troublé que je doute qu'il ait gardé de moi une mémoire bien nette. »« Eh bien, va donc causer avec ce garçon, dit d'Artagnan, et informe-toi dans la conversation si son maître est mort. » Planchet descendit de cheval, marcha droit à Lubin, qui en effet ne le reconnut pas, et les 2 laquais se mirent à causer dans la meilleure intelligence du monde, tandis que d'Artagnan poussait les 2 chevaux dans une ruelle et, faisant le tour d'une maison, s'en revenait assister à la conférence derrière une haie de coudriers. Au bout d'un instant d'observation derrière la haie, il entendit le bruit d'une voiture, et il vit s'arrêter en face de lui le carrosse de Milady. Il n'y avait pas à s'y tromper. Milady était dedans. D'Artagnan se coucha sur le cou de son cheval, afin de tout voir sans être vu. Milady sortit sa charmante tête blonde par la portière, et donna des ordres à sa femme de chambre. Cette dernière, jolie fille de 20 à 22 ans, alerte et vive, véritable soubrette de grande dame, sauta en bas du marchepied sur lequel elle était assise selon l'usage du temps, et se dirigea vers la terrasse où d'Artagnan avait aperçu Lubin. D'Artagnan suivit la soubrette des yeux et la vit s'acheminer vers la terrasse. Mais, par hasard, un ordre de l'intérieur avait appelé Lubin, de sorte que Planchet était resté seul, regardant de tous côtés par quel chemin avait disparu d'Artagnan. La femme de chambre s'approcha de Planchet, qu'elle prit pour Lubin, et lui tendant un petit billet. « Pour votre maître, dit-elle. »« Pour mon maître ?» reprit Planchet, étonné. « Oui, et très pressé. Prenez donc vite. » Là-dessus, elle s'enfuit vers le carrosse, retournée à l'avance du côté par lequel il était venu. Elle s'élança sur le marchepied, et le carrosse repartit. Planchet tourna et retourna le billet, puis, accoutumé à l'obéissance passive, il sauta à bas de la terrasse, enfila la ruelle et rencontra au bout de 20 pas d'Artagnan qui, ayant tout vu, allait au-devant de lui. « Pour vous, monsieur, dit Planchet, présentant le billet au jeune homme. « Pour moi, dit d'Artagnan, en es-tu bien sûr ? Pardieu, si j'en suis sûr, la soubrette a dit pour ton maître. Je n'ai d'autre maître que vous, ainsi. Un joli brin de fille, ma foi, que cette soubrette. » D'Artagnan ouvrit la lettre et lut ces mots. « Une personne qui s'intéresse à vous plus qu'elle ne peut le dire voudrait savoir quel jour vous serez en état de vous promener dans la forêt. Demain, à l'hôtel du Champ du Drap d'Or, un laquais noir et rouge attendra votre réponse. »« Oh oh, se dit d'Artagnan, voilà qui est un peu vif. Il paraît que Milady et moi, nous sommes en peine de la santé de la même personne. Eh bien, Planchet, comment se porte ce bon monsieur de Wardes ? Il n'est donc pas mort ? » ?»« Non, monsieur, il va aussi bien qu'on peut aller avec 4 coups d'épée dans le corps, car vous lui en avez, sans reproche, allongé 4 à ce cher gentilhomme, et il est encore bien faible, ayant perdu presque tout son sang. Comme je l'avais dit à monsieur, Lubin ne m'a pas reconnu, et m'a raconté d'un bout à l'autre notre aventure. Fort bien, Planchet, tu es le roi des laquais. Maintenant, remonte à cheval, et rattrapons le carrosse. »
Ce ne fut pas long. Au bout de 5 minutes, on aperçut le carrosse arrêté sur le revers de la route. Un cavalier richement vêtu se tenait à la portière. La conversation entre Milady et le cavalier était tellement animée que d'Artagnan s'arrêta de l'autre côté du carrosse sans que personne autre que la jolie soubrette s'aperçût de sa présence. La conversation avait lieu en anglais, langue que d'Artagnan ne comprenait pas. Mais, à l'accent, le jeune homme crut deviner que la belle Anglaise était fort en colère. Elle termina par un geste qui ne lui laissa point de doute sur la nature de cette conversation. C'était un coup d'éventail appliqué de telle force que le petit meuble féminin vola en 1000 morceaux. Le cavalier poussa un éclat de rire qui parut exaspérer Milady. D'Artagnan pensa que c'était le moment d'intervenir. Il s'approcha de l'autre portière et, se découvrant respectueusement, « Madame, dit-il, me permettez-vous de vous offrir mes services ? Il me semble que ce cavalier vous a mis en colère. Dites un mot, madame, et je me charge de le punir de son manque de courtoisie. » Aux premières paroles, Milady s'était retournée, regardant le jeune homme avec étonnement, et lorsqu'il eut fini, « Monsieur, dit-elle en très bon français, ce serait de grand cœur que je me mettrais sous votre protection si la personne qui me querelle n'était point mon frère. »« Ah, excusez-moi, alors, dit d'Artagnan, vous comprenez que j'ignorais cela, madame. »« De quoi donc se mêle cet étourneau ?» s'écria en s'abaissant à la hauteur de la portière le cavalier que Milady avait désigné comme son parent. « Et pourquoi ne passe-t-il pas son chemin ?»« Étourneau vous-même, dit d'Artagnan en se baissant à son tour sur le cou de son cheval et répondant de son côté par la portière. « Je ne passe pas mon chemin parce qu'il me plaît de m'arrêter ici. » Le cavalier adressa quelques mots en anglais à sa sœur. « Je vous parle français, moi, dit d'Artagnan. Faites-moi donc, je vous prie, le plaisir de me répondre dans la même langue. Vous êtes le frère de madame, soit, mais vous n'êtes pas le mien, heureusement. » On eût pu croire que Milady, craintive comme l'est ordinairement une femme, allait s'interposer dans ce commencement de provocation afin d'empêcher que la querelle n'allât plus loin. Mais, tout au contraire, elle se rejeta au fond de son carrosse et cria froidement au cocher « Touche à l'hôtel !» La jolie soubrette jeta un regard d'inquiétude sur d'Artagnan, dont la bonne mine paraissait avoir produit son effet sur elle. Le carrosse partit et laissa les deux hommes en face l'un de l'autre, aucun obstacle matériel ne les séparant plus. Le cavalier fit un mouvement pour suivre la voiture, mais d'Artagnan, dont la colère déjà bouillante s'était encore augmentée en reconnaissant en lui l'Anglais qui, à Amiens, lui avait gagné son cheval et avait failli gagner à Athos son diamant, sauta à la bride et l'arrêta. « Eh, monsieur, dit-il, vous me semblez encore plus étourneau que moi, car vous me faites l'effet d'oublier qu'il y a entre nous une petite querelle engagée. »« Ah ah, dit l'Anglais, c'est vous, mon maître. Il faut donc toujours que vous jouiez un jeu ou un autre. Oui, et cela me rappelle que j'ai une revanche à prendre. Nous verrons, mon cher monsieur, si vous maniez aussi adroitement la rapière que le cornet. »« Vous voyez bien que je n'ai pas d'épée, dit l'Anglais. Voulez-vous faire le brave contre un homme sans armes ? » « J'espère bien que vous en avez chez vous, répondit d'Artagnan. En tout cas, j'en ai deux, et si vous le voulez, je vous en jouerai une. »« Inutile, dit l'Anglais, je suis muni suffisamment de ces sortes d'ustensiles. »« Eh bien, mon digne gentilhomme, reprit d'Artagnan, choisissez la plus longue, et venez me la montrer ce soir. »« Où cela, s'il vous plaît ? » ?»« Derrière le Luxembourg. C'est un charmant quartier pour les promenades dans le genre de celles que je vous propose. »« C'est bien, on y sera. »« Votre heure ? » ?»« 6 heures. »« À propos, vous avez aussi probablement 1 ou 2 amis ? » ?»« Mais j'en ai 3, qui seront fort honorés de jouer la même partie que moi. »« 3 ? À merveille. »« Comme cela se rencontre, dit d'Artagnan, c'est juste mon compte. »« Maintenant, qui êtes-vous ? » demanda l'Anglais. « Je suis monsieur d'Artagnan, gentilhomme gascon, servant aux gardes, compagnie de monsieur des Essarts. Et vous ? Moi, je suis lord de Winter, baron de Sheffield. »
Eh bien, je suis votre serviteur, monsieur le baron, dit d'Artagnan, quoique vous ayez des noms bien difficiles à retenir. Et, piquant son cheval, il le mit au galop et reprit le chemin de Paris. Comme il avait l'habitude de le faire en pareille occasion, d'Artagnan descendit droit chez Athos. Il trouva Athos couché sur un grand canapé où il attendait, comme il l'avait dit, que son équipement le vînt trouver. Il raconta à Athos tout ce qui venait de se passer, moins la lettre de M. de Wardes. Athos fut enchanté lorsqu'il sut qu'il allait se battre contre un Anglais. Nous avons dit que c'était son rêve. On envoya chercher à l'instant même Porthos et Aramis par les laquais, et on les mit au courant de la situation. Porthos tira son épée hors du fourreau et se mit à espadonner contre le mur en se reculant de temps en temps et en faisant des pliés comme un danseur. Aramis, qui travaillait toujours à son poème, s'enferma dans le cabinet d'Athos et pria qu'on ne le dérangeât plus qu'au moment de dégainer. Athos demanda par signe à Grimaud une bouteille. Quant à d'Artagnan, il arrangea en lui-même un petit plan dont nous verrons plus tard l'exécution et qui lui promettait quelque gracieuse aventure, comme on pouvait le voir au sourire qui, de temps en temps, passait sur son visage dont ils éclairaient la rêverie. Chapitre 31. Anglais et Français. L'heure venue, on se rendit avec les 4 laquais derrière le Luxembourg, dans un enclos abandonné aux chèvres. Athos tourna une pièce de monnaie au chèvrier pour qu'il s'écartât. Les laquais furent chargés de faire sentinelle. Bientôt une troupe silencieuse s'approcha du même enclos, y pénétra et joignit les mousquetaires. Puis, selon les habitudes d'outre-mer, les présentations eurent lieu. Les Anglais étaient tous gens de la plus haute qualité. Les noms bizarres de leurs adversaires furent donc, pour eux, un sujet non seulement de surprise, mais encore d'inquiétude. « Mais, avec tout cela, dit lord de Winter, quand les 3 amis eurent été nommés, nous ne savons pas qui vous êtes, et nous ne nous battrons pas avec des noms pareils. Ce sont des noms de bergers, ceux-là. Aussi, comme vous le supposez bien, milord, ce sont de faux noms, dit Athos. Ce qui ne nous donne qu'un plus grand désir de connaître les noms véritables, répondit l'Anglais. Vous avez bien joué contre nous sans les connaître, dit Athos, à telle enseigne que vous nous avez gagné nos 2 chevaux. C'est vrai, mais nous ne risquions que nos pistoles. Cette fois, nous risquons notre sang. On joue avec tout le monde. On ne se bat qu'avec ses égaux. C'est juste, dit Athos, et il prit à l'écart celui des 4 Anglais avec lequel il devait se battre, et lui dit son nom tout bas. Porthos et Aramis en firent autant de leur côté. « Cela vous suffit-il » dit Athos à son adversaire. « Et me trouvez-vous assez grand seigneur pour me faire la grâce de croiser l'épée avec moi ?»« Oui, monsieur, » dit l'Anglais en s'inclinant. « Eh bien, maintenant, voulez-vous que je vous dise une chose ?» reprit froidement Athos. « Laquelle ?» demanda l'Anglais. « C'est que vous auriez aussi bien fait de ne pas exiger que je me fisse connaître. »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce qu'on me croit mort, que j'ai des raisons pour désirer qu'on ne sache pas que je vis, et que je vais être obligé de vous tuer, pour que mon secret ne coure pas les champs. » L'Anglais regarda Athos, croyant que celui-ci plaisantait. Mais Athos ne plaisantait pas le moins du monde. « Messieurs, dit-il en s'adressant à la fois à ses compagnons et à leurs adversaires, y sommes-nous ? Oui, répondirent tout d'une voix Anglais et Français. Alors, en garde, dit Athos. Et aussitôt, 8 épées brillèrent aux rayons du soleil couchant, et le combat commença avec un acharnement bien naturel entre gens 2 fois ennemis. Athos s'escrimait avec autant de calme et de méthode que s'il eût été dans une salle d'armes. Porthos, corrigé sans doute de sa trop grande confiance par son aventure de Chantilly, jouait un jeu plein de finesse et de prudence. Aramis, qui avait le 3e chant de son poème à finir, se dépêchait, en homme très pressé. Athos, le premier, tua son adversaire. Il ne lui avait porté qu'un coup, mais, comme il l'en avait prévenu, le coup avait été mortel. L'épée lui traversa le cœur. Porthos, le second,
étendit le sien sur l'herbe. Il lui avait percé la cuisse. Alors, comme l'Anglais, sans faire plus longue résistance, lui avait rendu son épée, Porthos le prit dans ses bras et le porta dans son carrosse. Aramis poussa le sien si vigoureusement qu'après avoir rompu une 50aine de pas, il finit par prendre la fuite à toutes jambes et disparut aux huées des laquais. Quant à D'Artagnan, il avait joué purement et simplement un jeu défensif. Puis, lorsqu'il avait vu son adversaire bien fatigué, il lui avait, d'une vigoureuse flanconnade, fait sauter son épée. Le baron, se voyant désarmé, fit 2 ou 3 pas en arrière. Mais, dans ce mouvement, son pied glissa et il tomba à la renverse. D'Artagnan fut sur lui d'un seul bond et lui portant l'épée à la gorge. « Je pourrais vous tuer, monsieur, dit-il à l'Anglais, et vous êtes bien entre mes mains, mais je vous donne la vie pour l'amour de votre sœur. » D'Artagnan était au comble de la joie. Il venait de réaliser le plan qu'il avait arrêté d'avance et dont le développement avait fait éclore sur son visage les sourires dont nous avons parlé. L'Anglais, enchanté d'avoir affaire à un gentilhomme d'aussi bonne composition, serra D'Artagnan entre ses bras, fit 1000 caresses aux 3 mousquetaires et, comme l'adversaire de Porthos était déjà installé dans la voiture et que celui d'Aramis avait pris la poudre d'escampette, on ne songea plus qu'au défunt. Comme Porthos et Aramis le déshabillaient dans l'espérance que sa blessure n'était pas mortelle, une grosse bourse s'échappa de sa ceinture. D'Artagnan la ramassa et la tendit à Lord de Winter. « Et que diable voulez-vous que je fasse de cela ?» dit l'Anglais. « Vous la rendrez à sa famille ?» dit D'Artagnan. « Sa famille se soucie bien de cette misère. Elle hérite de 15 000 louis de rente. Gardez cette bourse pour vos laquais. » D'Artagnan mit la bourse dans sa poche. « Et maintenant, mon jeune ami, car vous me permettrez, je l'espère, de vous donner ce nom, dit Lord de Winter. Dès ce soir, si vous le voulez bien, je vous présenterai à ma sœur, Lady Clarick, car je veux qu'elle vous prenne à son tour dans ses bonnes grâces, et, comme elle n'est point tout à fait mal en cour, peut-être dans l'avenir un mot dit par elle ne vous serait-il point inutile. » D'Artagnan rougit de plaisir et s'inclina en signe d'assentiment. Pendant ce temps, Athos s'était approché de D'Artagnan. « Que voulez-vous faire de cette bourse ?» lui dit-il tout bas à l'oreille. « Mais je comptais vous la remettre, mon cher Athos. »« À moi ? Et pourquoi cela ? » ?»« Dame, vous l'avez tué. Ce sont les dépouilles opimes. »« Moi, héritier d'un ennemi ?» dit Athos. « Pour qui donc me prenez-vous ?»« C'est l'habitude à la guerre, » dit D'Artagnan. « Pourquoi ne serait-ce pas l'habitude dans un duel ?»« Même sur le champ de bataille, » dit Athos, « je n'ai jamais fait cela. » Porthos leva les épaules. Aramis, d'un mouvement de lèvres, approuva Athos. « Alors, » dit D'Artagnan, « donnons cet argent au laquais, comme Lord de Winter nous a dit de le faire. »« Oui, » dit Athos, « donnons cette bourse, non à nos laquais, mais aux laquais anglais. » Athos prit la bourse et la jeta dans la main du cocher. « Pour vous et vos camarades !» Cette grandeur de manière dans un homme entièrement dénué frappa Porthos lui-même, et cette générosité française, redite par Lord de Winter et son ami, eut partout un grand succès, excepté auprès de messieurs Grimaud, Mousqueton, Planchet et Bazin. Lord de Winter, en quittant D'Artagnan, lui donna l'adresse de sa sœur. Elle demeurait place Royale, qui était alors le quartier à la mode, au numéro 6. D'ailleurs, il s'engageait à le venir prendre pour le présenter. D'Artagnan lui donna rendez-vous à 8 heures, chez Athos. Cette présentation à Milady occupait fort la tête de notre Gascon. Il se rappelait de quelle façon étrange cette femme avait été mêlée jusque-là dans sa destinée. Selon sa conviction, c'était quelque créature du cardinal, et cependant il se sentait invinciblement entraîné vers elle, par un de ces sentiments dont on ne se rend pas compte. Sa seule crainte était que Milady ne reconnût en lui l'homme de Meung et de Douvres. Alors elle saurait qu'il était des amis de M. de Tréville, et par conséquent qu'il appartenait corps et âme au roi, ce qui,
dès lors, lui ferait perdre une partie de ses avantages, puisque, connu de Milady comme il la connaissait, il jouerait avec elle à jeu égal. Quant à ce commencement d'intrigue entre elle et le comte de Wardes, notre présomptueux ne s'en préoccupait que médiocrement, bien que le marquis fût jeune, beau, riche et fort avant dans la faveur du cardinal. Ce n'est pas pour rien que l'on a 20 ans, et surtout que l'on est né à Tarbes. D'Artagnan commença par aller faire chez lui une toilette flamboyante. Puis, il s'en revint chez Athos et, selon son habitude, lui raconta tout. Athos écouta ses projets. Puis il secoua la tête et lui recommanda la prudence avec une sorte d'amertume. « Quoi ?» lui dit-il. « Vous venez de perdre une femme que vous disiez bonne, charmante, parfaite, et voilà que vous courez déjà après une autre. » D'Artagnan sentit la vérité de ce reproche. « J'aimais Madame Bonacieux avec le cœur, tandis que j'aime Milady avec la tête, dit-il. En me faisant conduire chez elle, je cherche surtout à m'éclairer sur le rôle qu'elle joue à la cour. »« Le rôle qu'elle joue, pardieu, il n'est pas difficile à deviner d'après tout ce que vous m'avez dit. C'est quelque émissaire du cardinal, une femme qui vous attirera dans un piège, où vous laisserez votre tête tout bonnement. »« Diable, mon cher Athos, vous voyez les choses bien en noir, ce me semble. »« Mon cher, je me défie des femmes, que voulez-vous? Je suis payé pour cela, et surtout des femmes blondes. Milady est blonde, m'avez-vous dit? Elle a les cheveux du plus beau blond qui se puisse voir. »« Ah, mon pauvre D'Artagnan, fit Athos. Écoutez, je veux m'éclairer. Puis, quand je saurai ce que je désire savoir, je m'éloignerai. »« Éclairez-vous, dit flegmatiquement Athos. Lord de Winter arriva à l'heure dite, mais Athos, prévenu à temps, passa dans la seconde pièce. Il trouva donc D'Artagnan seul, et, comme il était près de 8 heures, il emmena le jeune homme. Un élégant carrosse attendait en bas, et comme il était attelé de 2 excellents chevaux, en un instant, on fut place royale. Milady Clarick reçut gracieusement D'Artagnan. Son hôtel était d'une somptuosité remarquable, et, bien que la plupart des Anglais chassés par la guerre quittassent la France, ou fussent sur le point de la quitter, Milady venait de faire chez elle de nouvelles dépenses, ce qui prouvait que la mesure générale qui renvoyait les Anglais ne la regardait pas. « Vous voyez, dit Lord de Winter en présentant D'Artagnan à sa sœur, un jeune gentilhomme qui a tenu ma vie entre ses mains, et qui n'a point voulu abuser de ses avantages, quoique nous fussions 2 fois ennemis, puisque c'est moi qui l'ai insulté, et que je suis Anglais. Remerciez-le donc. Madame, si vous avez quelque amitié pour moi. » Milady fronça légèrement le sourcil. Un nuage à peine visible passa sur son front, et un sourire tellement étrange apparut sur ses lèvres que le jeune homme, qui vit cette triple nuance, en eut comme un frisson. Le frère ne vit rien. Il s'était retourné pour jouer avec le singe favori de Milady, qu'il avait tiré par son pourpoint. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit Milady d'une voix dont la douceur singulière contrastait avec les symptômes de mauvaise humeur que venait de remarquer D'Artagnan. « Vous avez acquis aujourd'hui des droits éternels à ma reconnaissance. » L'Anglais alors se retourna et raconta le combat sans omettre un détail. Milady l'écouta avec la plus grande attention. Cependant, on voyait facilement, quelque effort qu'elle fit pour cacher ses impressions, que ce récit ne lui était point agréable. Le sang lui montait à la tête, et son petit pied s'agitait impatiemment sous sa robe. Lord de Winter ne s'aperçut de rien. Puis, lorsqu'il eut fini, il s'approcha d'une table où était servie sur un plateau une bouteille de vin d'Espagne et des verres. Il emplit 2 verres et d'un signe invita D'Artagnan à boire. D'Artagnan savait que c'était fort désobliger un Anglais que de refuser de toaster avec lui. Il s'approcha donc de la table et prit le second verre. Cependant, il n'avait point perdu de vue Milady, et dans la glace, il s'aperçut du changement qui venait de s'opérer sur son visage. Maintenant qu'elle croyait n'être plus regardée,
Un sentiment qui ressemblait à de la férocité animait sa physionomie. Elle mordait son mouchoir à belles dents. Cette jolie petite soubrette que d'Artagnan avait déjà remarquée entra alors. Elle dit en anglais quelques mots à lord de Winter, qui demanda aussitôt à d'Artagnan la permission de se retirer, s'excusant sur l'urgence de l'affaire qui l'appelait, et chargeant sa sœur d'obtenir son pardon. D'Artagnan échangea une poignée de main avec lord de Winter et revint près de Milady. Le visage de cette femme, avec une mobilité surprenante, avait repris son expression gracieuse. Seulement quelques petites taches rouges disséminées sur son mouchoir indiquaient qu'elle s'était mordu les lèvres jusqu'au sang. Ses lèvres étaient magnifiques, on eût dit du corail. La conversation prit une tournure enjouée. Milady paraissait s'être entièrement remise. Elle raconta que lord de Winter n'était que son beau-frère, et non son frère. Elle avait épousé un cadet de famille qui l'avait laissée veuve avec un enfant. Cet enfant était le seul héritier de lord de Winter, si lord de Winter ne se mariait point. Tout cela laissait voir à d'Artagnan un voile qui enveloppait quelque chose, mais il ne distinguait pas encore sous ce voile. Au reste, au bout d'une demi-heure de conversation, d'Artagnan était convaincu que Milady était sa compatriote. Elle parlait le français avec une pureté et une élégance qui ne laissaient aucun doute à cet égard. D'Artagnan se répandit en propos galants et en protestations de dévouement. À toutes les fadaises qui échappèrent à notre Gascon, Milady sourit avec bienveillance. L'heure de se retirer arriva. D'Artagnan prit congé de Milady et sortit du salon le plus heureux des hommes. Sur l'escalier, il rencontra la jolie soubrette, laquelle le frôla doucement en passant et, tout en rougissant jusqu'aux yeux, lui demanda pardon de l'avoir touché, d'une voix si douce que le pardon lui fut accordé à l'instant même. D'Artagnan revint le lendemain et fut reçu encore mieux que la veille. Lord de Winter n'y était point, et ce fut Milady qui lui fit cette fois tous les honneurs de la soirée. Elle parut prendre un grand intérêt à lui demanda d'où il était, quels étaient ses amis, et s'il n'avait pas pensé quelquefois à s'attacher au service de monsieur le cardinal. D'Artagnan, qui, comme on le sait, était fort prudent pour un garçon de 20 ans, se souvint alors de ses soupçons sur Milady. Il lui fit un grand éloge de son éminence, lui dit qu'il n'eût point manqué d'entrer dans les gardes du cardinal au lieu d'entrer dans les gardes du roi, s'il eût connu, par exemple, monsieur de Cavois, au lieu de connaître monsieur de Tréville. Milady changea de conversation sans affectation aucune, et demanda à d'Artagnan, de la façon la plus négligée du monde, s'il n'avait jamais été en Angleterre. D'Artagnan répondit qu'il y avait été envoyé par monsieur de Tréville pour traiter d'une remonte de chevaux, et qu'il en avait même ramené 4 comme échantillon. Milady, dans le cours de la conversation, se pinça 2 ou 3 fois les lèvres. Elle avait affaire à un Gascon qui jouait serré. À la même heure que la veille, d'Artagnan se retira. Dans le corridor, il rencontra encore la jolie Ketty. C'était le nom de la soubrette. Celle-ci le regarda avec une expression de mystérieuse bienveillance à laquelle il n'y avait point à se tromper. Mais d'Artagnan était si préoccupé de la maîtresse qu'il ne remarquait absolument que ce qui venait d'elle. D'Artagnan revint chez Milady le lendemain et le surlendemain, et chaque fois Milady lui fit un accueil plus gracieux. Chaque fois aussi, soit dans l'antichambre, soit dans le corridor, soit sur l'escalier, il rencontrait la jolie soubrette. Mais, comme nous l'avons dit, d'Artagnan ne faisait aucune attention à cette persistance de la pauvre Ketty.